Bonjour à tous et bienvenue. Lyon Capitale poursuit sa semaine spéciale élection législative et aujourd'hui on va s'intéresser à la 3e circonscription du Rhône avec Béatrice de Monti. Bonjour. Bonjour Paul Tard. Alors vous êtes candidate Les Républicains. Valérie Pécresse au premier tour de l'élection présidentielle avait obtenu 4,5% des suffrages. Sarah Payon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidate Ensemble, c'est la nouvelle appellation de la majorité présidentielle. Vous êtes issue d'En Marche qui s'appelle aujourd'hui Renaissance. Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle avait obtenu 28,9% dans la 3e circonscription. Et pour finir, Marie-Charlotte Garin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat de NUP, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Yannick Jadot, puisque vous êtes vous écologiste à la base, avait obtenu 8,2% et Jean-Luc Mélenchon 35,6% des suffrages. On va s'intéresser donc à cette 3e circonscription, une circonscription qui englobe la partie ouest du 3e, la partie nord du 7e arrondissement et un bout du 8e arrondissement. Le député sortant Jean-Louis Touraine de la majorité présidentielle La République En Marche ne se représente pas après 3 mandats. On va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet avec vous, Béatrice de Monti. Je vous ai demandé à chacune de préparer une loi que vous porteriez si vous étiez élu le 19 juin au soir à l'Assemblée nationale. Vous, quel serait ce combat que vous voulez mener en priorité ? Alors moi je suis plutôt favorable à moins de lois, moins de normes que ce qui existe aujourd'hui. Je pense que notre pays est plutôt corseté par les 400 000 normes qui régulent la vie de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui il faut déjà faire appliquer les lois qui existent et évidemment, il faut s'adapter, il faut créer de nouvelles lois, mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas s'engager à, une fois qu'on fait naître une nouvelle loi, on s'engage à en faire disparaître deux qui ne sont peut-être plus adéquates. Aujourd'hui, il y a un gros problème de pouvoir d'achat, c'est le sujet numéro 1 de tous les Français. C'est un sujet qui est important aussi dans notre circo, puisqu'on a une circo qui a un taux de pauvreté plus élevé que le reste des autres circonscriptions lyonnaises. Donc je pense qu'il va falloir avoir des mesures impactantes sur le pouvoir d'achat. Pour moi, qui suis chef d'entreprise, la prospérité, elle vient du travail, elle vient de la création d'emplois. Je ne crois pas dans les mesures de chèques offertes aux Lyonnais, aux Lyonnaises et aux Français, aux Françaises. Je pense qu'il faut qu'on donne de la liberté, qu'on redonne de l'énergie à nos entreprises pour qu'elles arrivent à créer de l'emploi. Je pense aussi qu'il faut rehausser les salaires et ça passe par, pour moi, une baisse des charges sociales. Une mesure rapide et très efficace, ce serait de baisser la CSG. Ça aurait un impact immédiat de hausse du pouvoir d'achat pour tous les Français. Sarah Payon, à vous, une loi que vous porteriez si vous étiez élu le 19 juin au soir ? Alors pour moi, une loi est utile, pour répondre à ce que dit Madame de Monti, une nouvelle loi est utile à partir du moment où elle encadre, elle régule les choses qui ne le sont pas et où elle protège nos concitoyens les plus vulnérables et qu'elle réduit une inégalité. Moi, la loi que je souhaiterais porter, c'est une loi pour le droit pour tous à mourir dans la dignité. Aujourd'hui, on meurt très mal en France. Les 3/4 des Français ne meurent pas chez eux, entourés de leurs proches, souvent seuls, souvent à l'hôpital ou dans des maisons de retraite et ils ne choisissent pas forcément la façon dont ils meurent. Il y a une injustice totale devant la mort. Il y a les gens qui connaissent le bon médecin, qui ont les moyens de partir à l'étranger, comme à l'époque avec l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, je suis pour qu'on accompagne les personnes qui le souhaitent pour choisir leur mort avec une aide assistée, médicale assistée pour mourir. Mais de la même manière, je souhaite aussi qu'on accompagne les personnes qui ne souhaitent pas cet accompagnement, mais que ça soit chacun qui puisse choisir sa mort et pas les proches, comme on le voit dans certains faits divers. Sachant que c'était un combat qui avait été mené par Jean-Louis Touraine, dont vous étiez la suppléante et qui avait échoué à l'Assemblée nationale. Le premier article avait été effectivement adopté, mais la loi n'a jamais abouti et c'est une mesure à laquelle 90% des Français sont favorables parce que nous sommes tous concernés, soit nous, soit nos proches, par la fin de vie. Par définition, la mort touche tout le monde et les inégalités devant la mort touchent beaucoup de monde. Sur ce point, vous deux, Béatrice de Monti, Marie-Charlotte Garin, comment vous positionnez puisque vous n'avez pas dit le terme, hein, mais c'est l'euthanasie, le droit à l'euthanasie. Non, c'est l'assistance médicale à mourir. L'euthanasie, il y a une idée de passivité du patient. Là, c'est le patient qui choisit sa mort, encadré de façon médicale, mais ce n'est pas ni au médecin, ni à l'entourage de choisir pour le patient. Ça fait une vraie différence. Il s'agit bien de remettre le consentement au cœur de tout. Et effectivement, la France, on peut dire qu'on est en retard sur ces sujets-là. Et on a des gros progrès à faire en termes de bioéthique.
Donc moi, pour le coup, je souscris à cette mesure. Ça fait partie des mesures sur lesquelles nous nous retrouvons et nous porterons aussi ces combats en tant que nouvelle Union populaire écologique et sociale à l'Assemblée nationale. Béatrice de Monti, sachant que la loi actuelle est une loi qui avait été votée, présentée par un élu Les Républicains, M. Leonetti, pour vous, est-ce qu'il faut aller plus loin que cette loi Leonetti, comme le suggèrent mesdames Peillon et Garin ? Moi, je pense qu'à l'heure où notre pays est extrêmement fracturé, fragilisé, où on manque d'unité nationale, je pense que l'urgence n'est absolument pas sur ces questions-là. Il y a une urgence énergétique, écologique, numérique, alimentaire. Les défis sont multiples et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas diviser notre pays sur cette question-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres priorités que l'euthanasie aujourd'hui. Moi, je m'oppose à l'euthanasie. Je pense qu'il faut qu'on investisse dans les soins palliatifs. Moi, c'est ça L'un n'empêche pas l'autre, madame. Et justement, il n'y a pas de fracture sur cette question. C'est la mesure, dans tous les sondages, qui montrent qu'il y a une immense majorité de Français devant toutes les autres questions qui leur sont posées. Il y a une quasi-unanimité des Français sur cette question. Et moi, vous parlez du fait qu'il n'y a pas d'urgence, ça veut dire que vous n'êtes pas concernés, vos proches non plus, tant mieux pour vous. Mais il y a toujours un moment de la vie où on se rend compte que oui, il y a une urgence, il y a des proches, voire nous-mêmes, en souffrance, en impasse thérapeutique, comme on dit. Et il y a des gens qui souhaitent mourir, et aujourd'hui, on les empêche de mourir en France. Et ça fait partie des inégalités et des combats dont les Français ont pleinement conscience dans leur immense majorité. Et si chaque fois qu'on parle c'est un gros point de désaccord entre nous, oui, comme je le renouvelle. Je pense qu'il y a énormément, à l'heure où il y a la guerre aux portes de l'Europe, à l'heure où les Français n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, à l'heure où l'inflation est à 5,2%, on a encore appris un chiffre en hausse aujourd'hui, à l'heure où la croissance économique est à 0 sur le premier trimestre, alors qu'on attendait 4%, c'était les chiffres sur lesquels le budget de Emmanuel Macron a été basé. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'autres urgences qui sont Peillon, le pouvoir d'achat, la sécurité, la santé en général, sauver l'hôpital, sauver l'éducation, il y a plein d'autres sujets. Madame de Monti, si à chaque fois qu'on parle de progrès social, pour vous c'est une fracture, ça va être problématique dans la façon de mener un gouvernement et de mener un pays dans les années à venir, en fait. C'est pas possible. Et c'est pas... On aura toujours des urgences. On aura toujours des urgences. On aura toujours des urgences, mais ça ne peut pas nous dédouaner du progrès social et de protéger les droits de chacun et de chacune dans ce pays et de les faire avancer. Sinon, on n'a pas d'horizon. On ferme ce débat-là. À moins que la loi que vous vouliez proposer soit celle-ci, vous, la loi que vous porteriez si vous découvriez, si vous étiez élu à l'Assemblée nationale, ce qui serait une découverte d'ailleurs pour toutes les trois, si vous étiez élu le 19 juin au soir. Alors si nous sommes élus le 19 juin, évidemment, il y a la nécessité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale en envoyant une majorité donc d'élus de gauche et écologistes. Évidemment, la préoccupation du pouvoir d'achat est centrale, on est toutes d'accord là-dessus, c'est pas un sujet. Nous, ce qu'on propose, c'est déjà par décret, donc je reviendrai ensuite au sujet de la loi, mais par décret, bloquer les prix et le SMIC à 1 500 €. Donc déjà, on a fait un premier pas pour répondre aux attentes des Français sur le pouvoir d'achat. Une fois qu'on a fait ça, moi, ça me tient particulièrement à cœur d'avoir une loi climat qui soit ambitieuse dans le sens où elle reprenne les 150 propositions, enfin les propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été bafouées sous le précédent mandat, ce qui du coup est quand même un déni démocratique et une décrédibilisation de la parole présidentielle qui avait dit qu'elle les reprendrait sans filtre, ce qui est quand même quelque chose, enfin c'était quand même une parole forte qui avait été placée à ce moment-là, et de se dire on va engager la planification écologique et le faire avec tous et toutes. Donc je sais que Madame de Monti vous dites régulièrement et les entreprises, mais on le fera avec les entreprises, avec la recherche, en mobilisant tous les acteurs, puisque tout le monde doit prendre sa part en fait. Sarah Peillon, oui, si je peux me permettre de réagir. Alors, rapidement sur la loi climat résilience, on ne va pas passer trop de temps sur le bilan, mais quand même rappeler les principes de la démocratie représentative, c'est-à-dire que c'était un exercice effectivement de démocratie participative inédite, mais les règles du jeu sont toujours très claires. On travaille avec nos concitoyens, mais c'est bien l'élu qui tranche au final, que ce soit le président de la République dans le cadre de ses prérogatives ou le Parlement dans le cadre de ses compétences. Mais ce qui n'empêche que c'est un exercice qui a été réussi, qui sera reproduit sur d'autres sujets. On va avoir des grandes concertations sur l'école, sur la santé. On va aussi avoir un travail sur les questions de société, notamment la fin de vie. Ça ne veut pas dire, on ne ment pas en français, ça ne veut pas dire qu'ils font la loi à la place des députés. Mais comment est-ce qu'on vous refait confiance à partir du moment où il y avait eu cette parole du sans filtre, donc on les reprendra sans filtre, et qu'elle n'a pas été appliquée ensuite. Nous sommes dans une démocratie parlementaire, donc à un moment donné... Mais la parole présidentielle, elle a un poids quand même, c'est le plus haut grade de l'État de la France. Quand le président dit sans filtre, on s'attend à ce qu'il suive derrière.
par définition, les citoyens ne sont pas ni des parlementaires ni des experts, donc c'est important de les consulter, mais derrière, il faut bien transformer en loi. Et là, je reviens du coup sur votre proposition, il faut des lois qui soient réalistes et applicables. Quand vous nous expliquez que vous allez bloquer les prix, ce qui est contraire à la loi française, à la loi européenne, quand vous nous expliquez que c'est déjà le cas dans les Outre-mer, le blocage des prix. Non, mais c'est un blocage. Si c'est contraire à la loi, c'est problématique. Oui, mais c'est un dispositif temporaire sur un périmètre déterminé qui est justement réglementaire. Mais c'est exactement aussi ce qu'on propose. Quand vous proposez le SMIC à 1 500 €, l'Institut Montaigne, qui est un institut indépendant, le think tank Terra Nova, qui est quand même Institut Montaigne et Terra Nova, on ne peut pas les considérer totalement comme indépendants. Oui, on ne peut pas les considérer. Il y a d'autres économistes qui défendent aussi le projet. Oui, mais qui disent la même chose qu'aujourd'hui, le programme de la NUPS. Oui, mais les deux disent la même chose, c'est que le programme de la NUPS n'est pas finançable. C'est 300 milliards de dettes pour la France supplémentaires. Il y a 160 économistes qui disent tout le contraire. Mais je suis contente de voir que la dette vous inquiète, parce que le bilan que nous laisse l'État de la France aujourd'hui, après 5 ans d'Emmanuel Macron, on peut même dire 10 ans, puisqu'il était déjà aux manettes de l'économie pendant le quinquennat précédent. Il y a une dette aujourd'hui à la fois écologique et il y a une dette à la fois financière. Donc je suis très contente de voir que vous prenez qu'auriez-vous fait pendant les confinements? Vous n'auriez pas fait le quoi qu'il en coûte? Vous auriez laissé toutes les entreprises mettre la clé sous la porte? Vous n'auriez pas fait de chômage partiel? Toutes les études prouvent que si nous ne l'avions pas fait, nous serions dans une situation beaucoup plus critique. Alors l'endettement, il faut regarder l'intégralité du quinquennat, et l'endettement sur les 2 premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, la dette s'est envolée. Voilà, donc, et on a assisté en effet à un quoi qu'il en coûte qui a distribué énormément d'argent public. Emmanuel Macron dit qu'il est très fier de son taux de chômage qui est faible, c'est le plus mauvais taux de chômage d'Europe. Donc attention aux grandes promesses et à la grande générosité. Je sais que vous êtes très concerné par Emmanuel Macron et son bilan, mais concrètement, qu'auriez-vous fait et qu'allez-vous faire? Parce que vous dites qu'il faut moins de lois, moins de normes, moins de dettes, mais là, on vous demande d'avoir une position politique et de prendre des mesures pour les Français. C'est Emmanuel Macron qui a été élu, c'est lui qui va être au pouvoir. Moi, je serai députée de l'opposition. Je serai une députée constructive quand les réformes iront dans le bon sens. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de redonner de l'agilité à notre pays, de l'énergie. C'est exactement et ça va passer par la simplification et arrêter les chèques et les promesses d'augmentation sans financement. Aujourd'hui, parce que le marché résoudra tout, du coup. Non, le marché ne résoudra tout, mais moi je crois dans les initiatives à la fois public et privé. Et je crois que l'État doit être au service des Français. Aujourd'hui, vous l'avez dit dans un autre débat, il y a un désamour pour la politique parce qu'on ne fait que des promesses en l'air, oui, de chèques, de dons, d'augmentation du SMIC à 1400. La semaine suivante, c'est 1500. On a envie de réformes qui redonnent de l'énergie. Sur le financement du programme, et ce que Sarah Payon pointait, c'était ces 2 rapports disant que votre programme n'est pas finançable. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? J'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez. Vous dites moins de lois, mais en fait, ces lois, il faut du monde pour les faire appliquer. Et à un moment donné, ça veut dire qu'on va devoir investir et recruter pour avoir des gens qui puissent faire appliquer ces lois. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous non plus. On doit les faire appliquer à un moment donné, ça ne s'applique pas de manière miraculeuse. Oui, donc on ne peut pas non plus se dire c'est roue libre, on fait moins de lois. Donc on embauche, on dépense, parce que vous pensez qu'aujourd'hui... Mais vous savez que les embauches dont vous parlez, ça se termine. Vous pensez qu'aujourd'hui, très clairement, vous regardez l'état des services publics et vous vous dites on ne va pas embaucher. On est le pays au monde qui dépense le plus pour ses services publics et on est dans les derniers en termes de classement, en termes d'éducation, et l'hôpital, on a fermé des lits pendant la crise Covid. Mais vous trouvez que c'est satisfaisant? Donc c'est pas parce qu'on dépense de l'argent qu'on est efficace. Et moi je suis satisfaisant quand on a des soignants. Est-ce que vous pouvez développer ce que vous feriez vous et ce que votre coalition ferait si elle arrivait à atteindre le pouvoir sur ces points-là? On investirait du coup massivement dans les recrutements pour le service public, que ce soit pour la justice, que ce soit pour l'éducation, ce soit pour les soignants. On a des hôpitaux qui sont sous perfusion, avec des soignants qui sont à bout de souffle après 2 ans de crise Covid. Il y a des hôpitaux, des urgences qui ne vont pas pouvoir ouvrir très concrètement cet été. Et moi, avec quel argent vous financez? Il y a quelque chose qui est assez révoltant. On peut réallouer. En fait, aujourd'hui, on est le pays pour le financement. On va revenir au financement. Et après, on passera au deuxième thème de ce débat. Pour le financement, il y a une conférence de presse juste la semaine dernière sur comment est-ce qu'on finance justement le programme de la NUP. Et il y a des recettes. Il y a des recettes avec les évadés fiscaux, c'est 60 à 80 milliards, ce qui n'est pas négligeable. Il y a des recettes quand on finance la retraite, c'est aussi en augmentant certaines cotisations au-dessus de 3 400 €. Je termine. Au-dessus de 3 400 €, c'est réduire les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes vers le haut. Donc déjà, c'est du progrès social pour tout le monde. Donc ça aussi, ça augmente les cotisations. Ça veut dire faire contribuer les entreprises qui gagnent le plus pour aussi... On a le souci des entreprises aussi pour permettre à celles qui font moins de profits, moins de bénéfices, de pouvoir contribuer, mais à hauteur de leurs moyens.
c'est un impôt plus progressif, hein. C'est tout ça aussi. Et c'est remettre au cœur l'idée de la justice sociale et de la justice fiscale. On va basculer sur le deuxième thème, même si vous l'avez déjà un petit peu anticipé, mesdames. On vous a laissé à chacune la possibilité d'interpeller une autre candidate. On commence avec vous, Sarah Payon. Ce droit d'interpellation, vous décidez de l'exercer sur qui? Je voudrais poser une question à Marie-Charlotte. Ça concerne une actualité à la fois régionale, mais qui finalement nous concerne, nous, en tant qu'élus de la République, et qui concerne les questions de laïcité, auxquelles je suis très attachée. Vous ne serez pas surpris, je vais vous parler du Burkini. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, je le rappelle, hein, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément suivi, a fait voter par son conseil municipal une modification du règlement des piscines municipales pour autoriser le port du burkini, donc qui est un vêtement qui couvre les femmes en intégralité, dans les piscines. Bon, il y a un recours qui est en cours, on verra ce qui sera décidé par la justice française. Mais je voulais connaître votre position sur cette question-là, et notamment sur la question des signes religieux dans les équipements municipaux. Moi, je suis assez surprise et quelque part peut-être déçue d'un curseur politique qui peut être le vôtre et qui est plutôt centriste, d'utiliser le terme burkini. J'utilise le terme qui est utilisé par les médias. J'entends, voilà. Mais du coup, c'est participer en fait à un débat ambiant qui est complètement biaisé, puisqu'on ne parle pas de burkini, on parle de maillot de bain couvrant. Et dès lors qu'on parle de maillot de bain couvrant, on parle pas seulement, on ne stigmatise pas justement une certaine communauté religieuse ou un signe religieux, on parle d'un maillot de bain qui peut aussi bien concerner donc des personnes qui choisissent de se couvrir pour des raisons religieuses, que des personnes qui vont se couvrir parce qu'elles ont des cicatrices, parce qu'elles ont des complexes, parce qu'elles n'ont pas envie d'aller... Et vous savez quand même d'où vient cette délibération et de la demande d'une association confessionnelle. Absolument, mais je termine. Je dis juste que parfois on peut prendre un peu de recul sur justement, quand on parle de fracture, il y a des débats qui tendent, donc on peut parfois prendre un petit peu de hauteur. Mais j'y arrive, hein, je suis très à l'aise, moi, j'ai pas de problème à répondre sur ce sujet. Ce que je dis, c'est que là, on a un sujet qui a été complètement orienté, qui a été pris en otage justement par une partie de l'extrême droite et de la droite plus conservatrice, et on en revient à quoi? On en revient toujours à comment s'habillent les femmes dans l'espace public. Et c'est ça qu'on utilise. On parle pas d'espace public, là, on parle d'équipements municipaux. On parle d'équipements municipaux. Mais en fait, ce que dit le règlement, c'est une femme peut se baigner soit avec un maillot de bain couvrant, soit seins nus. Et vous savez que c'est... Oui, non mais d'accord, mais vous savez quand même d'où vient l'histoire de cette délibération. Mais je sais d'où vient l'histoire de cette délibération. Je sais aussi que la défenseure des droits donne raison au collectif qui porte ces revendications en disant que la loi de laïcité, c'est que les agents du service public n'ont pas le droit de montrer des signes religieux, mais qu'on est dans un sujet d'égal accès au service public. Oui. Et donc, ça n'est pas problématique. Donc, vous considérez qu'on pourrait faire la même chose dans toutes les villes de France, sur tous les équipements municipaux? Mais ça n'est pas... Par exemple, une grande piscine dans votre circonscription? Oui, mais en fait, ça n'est pas à moi, Marie-Charlotte Garin, éventuellement députée de la Nation, de réglementer les piscines municipales de Lyon. Non, mais je vous demande votre avis sur les questions de laïcité, puisque c'est quand même... Mais pour moi, ça n'est pas un sujet de laïcité. Mais c'en est une, c'en est une. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Oui. Et c'est simplement une ligne de fracture, où pour moi ce n'est pas une question de laïcité. La laïcité, c'est les agents du service public ont un devoir de neutralité et de ne pas montrer de signes religieux. C'est le cas dans les piscines, c'est le cas dans tous nos équipements publics. On a compris ce que pensaient l'une et l'autre, juste votre avis sur ce sujet-là. Je suis très heureuse de voir que Sarah Payon interpelle Madame Garin sur ce sujet, puisque c'est un sujet que la droite a porté justement. C'est un sujet sur lequel nous, on ne reculera pas. On est conscient de ce qui se passe dans notre pays. On parle de l'islamisme et on sera fermement opposé aux avancées. Et du coup, c'est une opportunité de faire du chantage à l'argent public du côté de la région quand on s'appelle Monsieur Absolument Wauquiez. pas. C'est gérer les questions d'aujourd'hui. Laurent Wauquiez, on le rappelle, hein, qui a annoncé qu'il allait couper les subventions à la municipalité grenobloise. Mais ça veut dire que toutes les structures qui sont sur le territoire de Grenoble sont privées de subventions pour des raisons qui n'ont rien à voir. C'est une prise d'otage. Ouais, non, mais bon, j'aime pas trop ce terme-là pour le coup, parce que voilà, mais en tout cas, c'est un sujet qui a divisé la majorité de Monsieur Piolle et qui va montrer le vrai visage des Verts qui sont quand même alliés, on le sait maintenant aujourd'hui, avec l'extrême gauche. Marie-Charlotte Garin, vous vouliez interpeller laquelle de vos rivales, de vos concurrentes de premier tour? Je voulais interpeller Madame Payon. C'est un échange de politesse. Pas de souci, toujours. Simplement en vous questionnant en fait sur les retraites et sur la retraite à 65 ans, il y a quand même une incompréhension, surtout quand on a un parcours, j'y reviens encore, hein, de centre-gauche, comment on a l'impression que finalement vouloir placer la retraite à 65 ans à l'heure actuelle, surtout quand le Conseil d'orientation des retraites nous dit que ça n'est pas nécessaire, qu'il y a un équilibre jusqu'à peu près 2075, est-ce que c'est pas finalement aller à rebours de l'histoire, quoi?
On voit que là, on est de plus en plus dans des logiques où on réduit les temps de travail, on teste des semaines de 4 jours. Donc quelle est la logique? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on force les gens à travailler plus longtemps? Alors, il y a plusieurs choses. Cette réforme des retraites, on parle de la barre symbolique des 65 ans, cette réforme des retraites, elle est bien au-delà de ça. Elle est déjà pour l'idée de remettre les choses à plat pour plus d'égalité, dont on parle depuis des années, de la question de la pénibilité. Il y a eu des réformes qui ont avancé un peu, mais aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des systèmes de retraite qui sont souvent fractionnés par bloc, sans aucune prise en compte de la pénibilité, mais en fonction des statuts, ce qui n'est pas pertinent. On peut tout à fait avoir un statut identique à un de ses collègues et ne pas être sur le terrain derrière un ordinateur et finalement avoir une espérance de vie bien supérieure. Donc déjà, la première chose, c'est que cette réforme des retraites ne concerne pas seulement le nombre d'années de cotisation et l'âge limite de la retraite. C'est important. Des annuités, voilà. Coup. Vous savez comme moi qu'on arrive à un moment donné, quoi que vous en disiez, à un vieillissement important de la population avec les baby-boomers qui arrivent à la retraite, avec une pyramide des âges qui nous est pas favorable. On a toujours voulu que le travail paye plus. Ça a toujours été notre boussole. Aujourd'hui, vous vous proposez d'augmenter une partie des cotisations des personnes qui travaillent pour financer les retraites. Ce n'est pas notre choix. Il a fallu faire des choix en termes de curseur. C'est pas compliqué, soit on baisse le niveau de pension des retraites, ce qu'on ne souhaite pas. Au contraire, on veut même augmenter la retraite minimum, ça nous semble important. Augmenter de 100 euros. Pas la valeur travail en faisant travailler les gens. Ensuite, on ne souhaite pas non plus augmenter le montant des cotisations pour les personnes qui travaillent. On parle de problématiques de pouvoir d'achat, ça nous semble important. À partir de là, on sait qu'on a une espérance de vie pour les métiers où la pénibilité est réduite bien supérieure à il y a quelques années. Et c'est le seul curseur sur lequel on peut agir, c'est l'âge de la retraite. On dit la vérité aux Français. On ne leur promet pas des chèques, comme dit Madame de Monti. En tout cas, on n'est pas le Père Noël au mois de juin. On ne leur dit pas qu'ils vont gagner plus, travailler moins. Voilà. On a un projet qui est finançable, qui est à l'équilibre. Les instituts le prouvent. Et oui, effectivement, on est honnête dans notre démarche. Et les Français ont élu Emmanuel Macron avec ce programme. Voilà. On va passer maintenant à l'interpellation de Béatrice de Monti. Vous vouliez vous adresser à laquelle de vos rivales de premier tour? Je voudrais parler à Sarah Payon. Évidemment, vous êtes... C'est dur d'être du côté de la majorité présidentielle. Non, mais il n'y a pas de problème. Dans la continuité de Jean-Louis Touraine, oui. qui est député sortant, oui. Qu'on n'a pas énormément vu sur le terrain. On le voit en ce moment sur les marchés, c'est intéressant. On a été... marqué quand même par cette présidentielle. Moi, c'est la première présidentielle que je vis avec aussi peu d'euphorie, aussi peu de joie le soir d'une élection. Le contexte est lourd en ce moment. Nos jeunes ont du mal à avoir le moral. C'est un sujet sur lequel vous êtes engagés. Les entreprises ont du mal à recruter. Notre balance commerciale est déficitaire. On exporte moins qu'on importe. Donc, sur tous les sujets, il y a quand même une grosse inquiétude. On voit que les Français ont peur et sont inquiets. Comment vous pensez pouvoir redonner de l'énergie et de la confiance dans les politiques et confiance dans le pays lui-même, confiance en soi? Alors déjà, je voudrais répondre, je ne suis pas Jean-Louis Touraine, je voudrais quand même dire 2 mots parce que j'ai travaillé pour lui, donc je connais quand même son engagement sur le terrain. Jean-Louis Touraine n'a pas attendu les 15 derniers jours pour être sur le terrain pour me soutenir. C'est un député quand même qui est présent, qui reçoit plus de 1000 personnes par an à sa permanence depuis 15 ans et qui fait un journal du député qui paraît tous les ans, qui distribue dans les boîtes aux lettres et sur le terrain. Je laisserai peut-être répondre sur votre interpellation, mais ça me semblait important de le signaler et je pense que s'il a été réélu pendant 3 mandats, c'est bien que les gens l'avaient identifié, le connaissaient et l'appréciaient. Ensuite, je partage votre constat sur, comme vous disiez tout à l'heure, le désamour des Français pour les questions politiques, les préoccupations dues au pouvoir d'achat, dues à la situation en Ukraine et puis cet avenir qui est complètement incertain. Nous, on n'a pas de baguette magique. On ne promet pas aux Français des lendemains qui chantent en claquant des doigts. On sait que les choses sont compliquées. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a certaines réformes qu'on va faire aussi en expliquant, en faisant de la pédagogie, ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'on n'est pas là aussi pour protéger les plus vulnérables. Et c'est vraiment... Notre discours, c'est à la fois libérer, un mot qui vous tient à cœur, et protéger. C'est-à-dire libérer, comme vous dites, les énergies, libérer les capacités d'entreprendre ou la capacité de prendre son destin en main, justement qu'on ne soit pas assigné à résidence, enfermé dans des cases, d'où qu'on vienne, où qu'on soit né, quel que soit notre nom de famille, quelle que soit la profession de nos parents, mais aussi protéger les plus vulnérables. Ça peut être juste à un moment de notre vie, ou ça peut être tout au long de notre vie. L'État doit être là, et ça a été le cas pendant la crise du Covid, où là, tous les Français étaient concernés, et c'est cet équilibre-là qui a trouvé, et c'est, à mon avis, le bon positionnement pour en même temps, du coup, finalement. Tout à fait. Finalement, on perd en vision claire mais la de ce qu'est le mandat. Et c'est que... ce qui a été aussi reproché pendant la campagne, c'est qu'il n'y avait pas de programme présidentiel clair et de cap clair. Il y a un cap très clair, mais simplement, on ne peut pas se contenter de réponses simplistes à une réalité complexe, tout simplement. Béatrice de Monti, ces fractures françaises que vous pointez, comment vous les résorberiez, les Républicains ?
Moi, je pense qu'il est urgent de simplifier, de redonner confiance aux Français dans la politique. Et ça va passer par une bonne gestion de l'argent public. Alors, je suis désolée, c'est pas très sexy. C'est difficile de dire aux gens qu'il faut faire des efforts, qu'il faut se remettre au travail, qu'il faut peut-être travailler un peu plus. En effet, on est le pays en Europe qui travaille le moins. Quand vous regardez le temps de travail sur l'année, on a une compétitivité de nos entreprises qui se dégrade. Il y a un moment où, si on veut retrouver de la prospérité ensemble, il va falloir remonter les manches. Et moi, c'est ce que je reproche à ce nouveau quinquennat qui commence, c'est qu'on n'a pas commencé le quinquennat en se disant allez, on va être solidaire, on va remonter nos manches pour être acteurs ensemble, public et privé, main dans la main, pour relever tous les défis qui nous attendent. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, il y a 15% de nos jeunes en 6e qui ne savent pas lire. C'est une bombe à retardement pour demain. Quel est le programme d'Emmanuel Macron sur l'éducation ? Le renforcement des savoirs fondamentaux. Quand on voit le... Non, mais je réponds. Renforcement du français et des mathématiques à la primaire et au collège. Quand on voit la nomination du ministre de l'Éducation, qui est l'exact opposé de ce qu'était Monsieur Blanquer, qui était plutôt un ministre qu'on avait apprécié au moment de sa nomination à droite. On pensait que c'était un ministre qui allait redonner justement de l'énergie à l'école. Aujourd'hui, le bilan est catastrophique sur l'éducation et on met un ministre qui, dans le passé, a eu des thèses wokistes, racialistes, indigénistes. Quelles étaient ces thèses ? En tout cas, il n'est pas. Moi, je pense qu'il faut arrêter de prendre en otage nos enfants sur tout ce qui est idéologique. L'école est là pour instruire. J'ai un problème avec cette expression. L'école est là pour instruire. Et aujourd'hui, quand 15% des jeunes en 6e ne savent pas lire, quel est le métier demain qu'ils vont pouvoir exercer sans savoir lire ? Et c'est toujours sans investir dans les fonctionnaires et dans les professeurs. Vous dites qu'il ne faut pas recruter. Non, justement, nous, on veut qu'il y ait moins de personnes dans les services administratifs pour pouvoir rehausser les salaires des enseignants. Aujourd'hui, on arrive. Mais il ne faut pas plus d'enseignants, selon vous. On arrive. Il ne faut pas dédoubler les classes. Il faut déjà arriver à les embaucher. Aujourd'hui, il y a un nombre de postes vacants dans l'enseignement qui est record. Et donc aujourd'hui, c'est suffit. On n'a pas besoin de plus d'enseignements pour protéger notre jeunesse. Non, parce qu'aujourd'hui, ils ont donner de vrais moyens. Ils ont la boule au ventre, les enseignants, quand ils vont travailler. Donc il faut remettre de l'ordre dans notre pays, il faut être courageux et c'est là où j'ai une crainte par rapport à ce quinquennat qui commence. Je pense qu'on n'est pas assez courageux avec les Français. On leur fait encore des promesses de chèques, de travailler moins, etc. Non, moi je crois que les Français ont donné leur avis sur le programme de Madame Pécresse le 10 avril dernier. Je pense que vous avez une vision pour le coup un peu dépassée. On en retombe à du travailler plus pour gagner plus, on en retombe à la logique de l'ordre, etc. Et en fait ça n'intéresse plus les gens aujourd'hui. Ça n'intéresse plus les gens. Beaucoup de terrain en ce moment. Qu'est-ce qui intéresse les gens, Marie-Charlotte Garin ? Mais les gens, ils ont besoin d'avoir, tous nos concitoyens, les Français, les Françaises, ils ont besoin d'avoir un horizon, de se dire on va remettre l'humain au cœur, on va investir. À nouveau, j'en reviens à l'idée des services publics, et en plus c'est crucial sur notre circonscription. Peu importe la population à laquelle on parle sur notre circonscription, tout le monde a besoin d'un hôpital, tout le monde a besoin d'aller à l'école, tout le monde a besoin d'aller à l'université, etc. C'est de ça dont on a besoin. Et toutes ces institutions sont en crise aujourd'hui. Oui. On n'arrive pas à recruter les policiers municipaux. On arrive à Lyon, on a un problème, on a des postes vacants de police. Le sujet numéro 1 des Lyonnais, moi je le sais, je suis conseillère municipale, c'est la propreté de la ville et la sécurité. Et que fait-on alors ? Est-ce qu'on ne recrute pas et on n'investit pas ? Je ne suis pas au pouvoir à Lyon, c'est M. Doucet qui est au pouvoir à Lyon. Mais c'est la responsabilité de l'État aussi d'investir. Qu'est-ce qu'on fait justement pour répondre concrètement On devient député et on vote des lois qui soutiennent nos services publics. Marie-Charlotte Garin, vous évoquez cet horizon, vous avez tout à l'heure reproché le en même temps à Sarah Payon. Vous, votre horizon à la gauche unie pour les 5 prochaines années, c'est lequel ? C'est celui de la planification écologique, c'est celui de la justice sociale, c'est celui de mettre des moyens, de ne pas être dans une logique justement de répondre aux questions de pouvoir d'achat et en mettant bien l'inflation du côté du profit et aller chercher l'argent là où il est et là où il existe déjà et de revenir en fait à la solidarité qui fait quand même la fierté aussi je pense de notre pays et je crois que tout le monde peut être d'accord autour de ce plateau là-dessus pour dire on a un modèle solidaire. Mais là, il a été un peu perdu quoi, ces dernières années. Donc comment est-ce qu'on revient à un État qui protège, qui accompagne, qui est solidaire et qui fait avec les premiers concernés ? On arrive au terme bientôt de cette émission. Pour finir, on voulait vous laisser une carte blanche à chacune pour expliquer pour quelles raisons votre candidat doit absolument remporter ces élections législatives. Pour vous, Sarah Payon, pourquoi Emmanuel Macron doit-il absolument avoir une majorité à l'Assemblée nationale et une majorité aussi large que celle du précédent mandat ? C'est assez simple, je pense que c'est une question de cohérence et d'efficacité. En élisant un maximum de députés de la majorité présidentielle, on donne
au président de la République les moyens d'agir, les moyens de gouverner et le moyen de poursuivre les réformes. Les crises que nous avons traversées ont montré notre capacité à protéger les Français, à les accompagner et à leur donner un cap. Et avoir des députés issus de la majorité présidentielle, c'est avoir des députés qui ont une capacité d'action, une capacité d'interpellation et qui peuvent être les porte-voix du territoire pour faire avancer les projets locaux en rapport avec les compétences nationales. Béatrice de Monti, les Républicains qui ont été absents du second tour de l'élection présidentielle, qu'est-ce que vous jouez? C'est la survie de votre parti. Qu'est-ce que pourrait peser un groupe LR à l'Assemblée nationale et pourquoi il faut absolument que votre parti envoie le plus possible de députés à l'Assemblée nationale? Si on aime la France et on aime sa démocratie, alors cela repose sur la présence d'une belle représentation nationale à l'Assemblée nationale. Il faut que les partis soient tous représentés. Il ne faut pas voter les yeux fermés pour la majorité présidentielle parce que nous serons là pour contrôler l'action du gouvernement, pour donner des idées, des impulsions. S'il y a des manques dans les lois qui sont proposées, on sera là pour les amender. Moi, je serai une députée constructive, il n'y a pas de problème. Quand les lois iront dans le sens de la simplification, de la débureaucratisation, de l'efficacité du service public, tout ça pour renforcer notre santé, notre police, notre justice, je voterai favorablement pour ces lois. Je pense aujourd'hui que c'est important que les Républicains soient présents et en force à l'Assemblée nationale. Marie-Charlotte Guérin, vous avez un tout petit peu de retard par rapport à vos deux concurrentes. Vous, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé l'objectif, imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Pourquoi cette cohabitation, finalement, elle est primordiale pour l'avenir de la France ? Elle est primordiale parce qu'elle nous permettra enfin d'avoir une alternative après un mandat d'inaction climatique. C'est notamment l'autorité environnementale qui nous rappelle que la transition n'a pas été engagée depuis 2017, donc il y a un organisme indépendant, je le rappelle, et aussi d'inaction, en tout cas de casse sociale. On a des services publics qui sont extrêmement fragilisés. Donc, envoyer un maximum de députés de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale à l'Assemblée, c'est nous permettre effectivement de constituer un gouvernement parce qu'on peut gagner. Et dès lors que l'on fait ça, ça veut dire qu'on mène des politiques publiques qui remettent l'humain au cœur, qui impliquent plus de solidarité, plus de justice sociale, plus de justice fiscale, et qui nous permettent enfin de dessiner un nouvel horizon quelque part à gauche. Et c'est ça qu'on propose aux Français et aux Françaises les 12 et 19 juin. Merci beaucoup, mesdames. Avant de se quitter, la liste des autres candidats dans cette élection. On retrouve notamment Marc Chinal, Jean-Noël Duduc-Jean, Gérard Volory, Anaïs Barallon, Nadège Guillaumont, Alexis Geffraud, Valérie Ramos, Olivier Delusnay, Jean-François Audal et Nicolas Todorovic. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre temps fort de cette semaine spéciale élection législative sur lyoncapital.fr. Au revoir.